À 82 ans, Catherine Deneuve a enfin laissé apparaître une vérité enfouie depuis plus d'un demi-siècle. Non pas par une confession, mais par un silence chargé de sens, un détail presque invisible qui a pourtant fait trembler toute la France. En décembre 2017, Paris semblait suspendu hors du temps. Le froid hivernal n'avait pas empêché la foule de se rassembler, compacte, silencieuse, presque solennelle, le long des Champs-Élysées. La France disait adieu à Johnny Hallyday, et le monde entier observait. Les caméras glissaient lentement sur les visages, traquant l'émotion, cherchant l'alarme, tentant de capturer l'instant exact où le mythe devenait deuil collectif. Tout était à la hauteur de la légende. Les fleurs blanches formaient une mer immobile. Les couronnes officielles s'empilaient, lourdes de symboles et de discours silencieux. Chaque détail semblait pensé pour rappeler la grandeur, la puissance, l'empreinte laissée par une vie vécue sous les projecteurs. C'était une cérémonie réglée, presque chorégraphiée, où même la tristesse semblait avoir sa place à signer. Et pourtant, au milieu de cette abondance, un élément presque insignifiant a échappé au regard. Un détail si discret qu'il paraissait volontairement effacé. Une petite couronne, modeste, sans ruban officiel, sans signature reconnaissable. Pas de nom célèbre. Pas de titre. Pas de message grandiloquent. Un seul mot, gravé simplement, Lady. Personne ne s'est arrêté dessus. Les journalistes n'en ont pas parlé. Les commentateurs n'y ont vu aucun signe digne d'analyse. Dans un événement où chaque geste était interprété, ce silence est passé inaperçu. Comme s'il avait été conçu pour ne pas être compris. Comme si sa véritable signification n'était destinée qu'à une seule personne. Car Lady n'était pas un hommage public. Ce n'était pas une déclaration adressée à la foule. C'était un mot de l'ombre. Un code. Un souvenir déposé là, à l'abri du vacarme médiatique, dans un lieu où personne ne pouvait vraiment le questionner. Une seule femme, parmi la multitude, savait exactement ce que ce mot signifiait. Cette femme, c'est Catherine Deneuve. Depuis toujours, elle est perçue comme distante, presque glaciale. Une figure de marbre, élégante et impénétrable, façonnée par le cinéma et par le silence. Elle a bâti sa légende sur la retenue, sur l'art de ne rien laisser transparaître. Mais face à cette couronne discrète, quelque chose vacillait. Pas un geste. Pas une larme. Juste une présence différente, chargée d'un poids invisible. Ce détail n'évoquait pas une romance ordinaire. Il ne parlait pas de passion affichée, ni de souvenirs exposés. Il racontait autre chose. Une promesse ancienne. Un lien préservé loin des regards. Une fidélité silencieuse étirée sur plus d'un demi-siècle. Cette couronne ne demandait pas à être comprise. Elle affirmait simplement qu'il existe des amours qui survivent sans jamais se dire, et des vérités qui n'ont pas besoin de mots pour bouleverser tout un pays. Avant que le monde ne prononce son nom avec révérence, Catherine a longtemps existé dans une pénombre douce, presque protectrice. Son enfance et sa jeunesse se sont déroulées dans l'ombre éclatante de sa sœur aînée, Françoise d'Orléac. Françoise était le feu. Elle entrait dans une pièce comme on entre en scène. Rieuse, vive, instinctive, elle semblait faite pour être regardée, admirée, désirée. Tout, chez elle, appelait la lumière. Catherine, au contraire, était l'eau. Silencieuse, retenue, presque effacée. Là où Françoise avançait sans peur, Catherine observait. Là où l'une cherchait le mouvement, l'autre cultivait l'immobilité. Elle ne rêvait pas de gloire. Elle ne cherchait pas à conquérir le regard des autres. Sa beauté elle-même semblait involontaire, comme si elle lui était tombée dessus sans qu'elle l'ait jamais demandé. Dans les cercles familiaux et professionnels, tout indiquait que la véritable étoile serait Françoise. Catherine n'était que la cadette discrète, celle dont on ne savait trop quoi faire, celle que l'on plaçait à côté, jamais au centre. Et pourtant, c'est précisément cette distance, cette réserve presque maladive, qui allait devenir sa signature. Le premier basculement survient avec les parapluies de Cherbourg. Sous les couleurs artificielles et la musique mélancolique, Catherine n'interprète pas seulement un rôle. Elle incarne un état. Une attente. Une tristesse douce qui traverse l'écran sans jamais éclater. Son visage devient un paysage intérieur dans lequel le public projette ses propres manques, ses propres regrets. Elle ne séduit pas par l'excès, mais par le retrait. Puis vient les Demoiselles de Rochefort. Cette fois, les deux sœurs sont réunies, enfin, sur le même plan. Elles dansent, elles chantent, elles sourient sous le même soleil. Mais même là, la différence est flagrante. Françoise Bruhl. Catherine Flott. L'une capte l'attention par son énergie, l'autre la retient par son mystère. Et sans que personne ne s'en rende compte immédiatement, le regard du public commence à glisser. Le paradoxe est cruel et fascinant.
Ce qui semblait être une faiblesse devient une force absolue. La fragilité de Catherine, sa pudeur, son refus presque instinctif de se livrer, crée un vide. Et ce vide attire. Il hypnotise. Là où d'autres montrent tout, elle ne montre rien. Et c'est précisément ce rien qui devient irrésistible. Peu à peu, une légende se façonne. Catherine n'est plus seulement une actrice. Elle devient une matière. De l'eau figée en glace. Une présence silencieuse, froide en apparence, mais traversée par des courants profonds. Elle apprend à ne pas parler trop fort, à ne pas bouger trop vite, à laisser les autres remplir les silences qu'elle impose. Ainsi naît le mythe. Un mythe bâti non sur le feu de l'exubérance, mais sur la puissance de la retenue. Une icône façonnée par l'eau, durcie par la glace, protégée par le silence. Rien, en apparence, ne devait les rapprocher. Catherine Deneuve incarnait l'ordre, la mesure, l'élégance presque institutionnelle. Elle était la France policée, la beauté contrôlée, la femme que l'on exposait comme un symbole. À l'opposé, Johnny Hallyday était le tumulte. Le cuir, la nuit, la fureur des guitares. Il représentait le désordre assumé, la liberté brute, le feu qui consume sans demander la permission. Leur rencontre n'avait rien d'un conte romantique. Elle ressemblait davantage à une collision. Deux mondes incompatibles, deux images publiques que tout opposait, et pourtant, une attraction irrépressible. Ce qui aurait dû rester une parenthèse s'est transformé en ancrage profond, presque dangereux. Car aimer Johnny, pour Catherine, signifiait vivre contre son propre mythe. Le système qui l'avait élevé au rang d'icône ne tolérait aucun écart. La presse surveillait chacun de ses pas. Le public exigeait la cohérence absolue entre l'image et la conduite. Les agents, les producteurs, les conseillers façonnaient autour d'elle une cage invisible où chaque geste devait rester conforme à l'idéal qu'elle représentait. Dans cet univers de contrôle, leur amour n'avait pas de place officielle. Il devait se cacher pour exister. Alors il s'est réinventé dans l'ombre. Des rendez-vous volés. Des hôtels anonymes. Des départs précipités. Parfois, l'humiliation ultime. Catherine dissimulée dans le coffre d'une voiture, recroquevillée, silencieuse, simplement pour pouvoir passer quelques heures avec l'homme qu'elle aimait. Cette image, presque irréelle, résume toute la violence de leur situation. La femme la plus admirée de France, contrainte à disparaître physiquement pour préserver une illusion collective. Pendant que Johnny embrasait les scènes, Catherine se rendait invisible. Leur amour ne pouvait survivre qu'en se niant lui-même. Ils vivaient comme des fugitifs émotionnels. Toujours sur le qui-vive. Toujours en équilibre précaire entre le désir et la peur. Chaque moment partagé était intensément vivant, précisément parce qu'il pouvait être le dernier. Plus l'interdit se renforçait, plus le lien se creusait. Plus la pression augmentait, plus l'attachement devenait viscéral. Psychologiquement, cette relation a forgé une fracture profonde. Catherine menait une double existence. En public, elle restait la figure maîtrisée, distante, presque froide. En privé, elle était une femme amoureuse, passionnée, vulnérable. Mais cette seconde version d'elle-même n'avait aucun droit de citer. Elle devait rester enfermée, étouffée, réduite à des instants volés. La conséquence fut une solitude extrême. Après les tapis rouges, après les applaudissements, les nuits se refermaient sur un silence brutal. Entourée de monde, elle était seule. Johnny, lui, appartenait à la nuit, à l'excès, à une liberté qu'elle ne pouvait jamais rejoindre pleinement. Ils se retrouvaient au croisement de deux solitudes, sans jamais pouvoir les réunir. Cet amour n'a jamais été confortable. Il n'a jamais été simple. Mais il a été réel, intensément. Et c'est précisément parce qu'il devait rester secret qu'il s'est inscrit si profondément en elle. L'interdiction ne l'a pas affaibli. Elle l'a solidifié. Elle l'a transformé en quelque chose de durable, presque immuable. Ainsi s'est installée une coexistence douloureuse, le bonheur dans l'ombre et la reconnaissance sous la lumière. Une joie fragmentée, toujours menacée, toujours incomplète. Et au cœur de cette tension permanente, Catherine a appris une chose essentielle pour survivre, aimer sans jamais se montrer. Aimer sans jamais être vue. Aimer, et continuer malgré tout à rester seule. L'été semblait éternel. Le ciel du sud baignait la route d'une lumière aveuglante, presque indécente. Près de Nice, une voiture roulait trop vite, pressée par le temps, par les rendez-vous, par cette illusion tenace que la vie attend toujours un peu plus loin. En quelques secondes, tout s'est arrêté. Le métal froissé. Le silence brutal. Et avec lui, la fin d'un monde. Franzoise d'Orléac benait de disparaitre. Pour Catherine, ce ne fut pas seulement la perte d'une sœur. Ce fut une amputation. Françoise n'était pas une présence périphérique dans sa vie.
Elle était son miroir inversé, son contrepoint vital, la part flamboyante qu'elle ne s'autorisait pas à être. Perdre Françoise, c'était perdre la moitié d'elle-même. Une moitié bruyante, vivante, irremplaçable. Le choc fut total, irréversible. À un âge où l'on se construit encore, Catherine s'est retrouvée face à un vide qui n'offrait aucune prise. Le monde n'a pas ralenti pour elle. Il n'a pas suspendu son souffle. Au contraire. L'industrie du cinéma, implacable, a poursuivi sa course. Les tournages étaient programmés. Les contrats signés. Les apparitions prévues. La douleur, elle, devait attendre. On n'attendait pas d'elle qu'elle pleure. On attendait qu'elle soit belle. Qu'elle se montre digne. Qu'elle continue à incarner l'élégance française, comme si rien n'avait été arraché de l'intérieur. Les photographes étaient là. Les journalistes aussi. À l'affût du moindre signe de faiblesse, de la moindre larme qui confirmerait le drame. Son deuil est devenu un spectacle potentiel. C'est dans cette violence silencieuse que quelque chose s'est figé. Pour survivre, Catherine a pris une décision qui ne s'est jamais formulée clairement, mais qui a gouverné toute sa vie. Elle a fermé la porte. Definitivement. Plus jamais personne ne verrait ce qui se brisait en elle. Plus jamais elle ne livrerait sa vulnérabilité à un monde qui consommait la douleur comme une image de plus. À partir de ce moment-là, le silence n'a plus été une posture. Il est devenu une nécessité. Une armure. Elle a cessé de parler de sa sœur. Non par oubli, mais parce que la blessure était trop vive, trop sacrée pour être exposée. Chaque mot aurait été une trahison. Chaque confidence, une nouvelle perte. Aux yeux du public, une métamorphose s'est opérée. Catherine est devenue plus distante, plus froide, plus inaccessible. On a parlé d'arrogance, de dureté, de glace. Peu ont compris que cette froideur était le résultat d'un incendie intérieur que personne n'avait éteint. Elle avançait mécaniquement, film après film, rôle après rôle, comme on marche pour ne pas tomber. La mort de Françoise n'a jamais cessé de l'accompagner. Elle est restée là, tapie dans les silences, dans les regards fuyants, dans cette tenue extrême qui définissait désormais Catherine Deneuve. Ce jour-là, près de Nice, elle n'a pas seulement perdu une sœur. Elle a perdu le droit d'être faible. Et de cette perte est née la figure que le monde allait apprendre à admirer sans jamais la comprendre. Une femme de glace, forgée par une douleur trop grande pour être montrée. Après la tragédie, la vie n'a pas cessé. Elle a simplement changé de texture. Catherine Deneuve a continué d'avancer, portée par l'inertie du travail et par cette discipline intérieure qu'elle s'était imposée. Les films se sont enchaînés. Les rôles se sont succédés. La reconnaissance n'a jamais faibli. À l'écran, elle restait magistrale, précise, souveraine. Hors champ, elle reconstruisait une existence faite de compartiments étanches. Elle est devenue mère. Elle a protégé ses enfants avec une vigilance presque farouche, comme si l'amour devait désormais se vivre à l'abri, loin de toute intrusion. Elle a aimé encore, parfois intensément, mais toujours dans le retrait. Aimer, pour elle, ne signifiait plus partager. Cela voulait dire préserver. Garter intact. Ne rien offrir au regard public qui pourrait être déformé, utilisé ou brisé. Les années ont passé ainsi. Le silence est devenu une seconde langue, parfaitement maîtrisée. On l'a confondu avec de l'indifférence. En réalité, il s'agissait d'une économie de survie. Dire moins pour ressentir plus. Montrer moins pour ne pas perdre davantage. Chaque non-dit était une frontière. Chaque absence de commentaire, une victoire intime. Puis, soudainement, le corps a parlé. À la fin des années 2010, lors d'un tournage, tout s'est arrêté. L'accident vasculaire cérébral n'a pas seulement été une alerte médicale. Il a été une confrontation brutale avec la finitude. Pour la première fois, Catherine s'est retrouvée face à la possibilité réelle de perdre ce qui la définissait depuis toujours. Sa maîtrise, sa parole, sa présence. La vulnérabilité n'était plus une abstraction. Elle était là, tangible, implacable. Le temps, ce complice discret, se rappelait à elle sans ménagement. Et dans cette proximité soudaine avec la mort, quelque chose a cédé. Non pas dans le fracas, mais dans une acceptation silencieuse. L'illusion du contrôle absolu s'est fissurée. C'est dans ce contexte qu'est apparue la biographie évoquant Lady Lucille. Pendant toute sa vie, Catherine avait combattu les intrusions, corrigé les récits, imposé ses limites. Cette fois-ci, elle n'a rien fait. Elle n'a pas démenti. Elle n'a pas poursuivi. Elle n'a pas protesté. Ce silence, inhabituel par son poids, a résonné plus fort que n'importe quelle déclaration. En ne niant pas, elle a validé. En se taisant, elle a reconnu.
Ce qui avait été caché pendant plus d'un demi-siècle pouvait désormais exister à la lumière, sans être expliqué, sans être justifié. Son silence, autrefois défensif, est devenu une forme d'aveu. Le plus digne, le plus puissant. Face à la fragilité de son propre corps, Catherine a compris que certaines vérités n'avaient plus besoin d'être protégées. Non parce qu'elles perdaient leur valeur, mais parce qu'elles avaient survécu au temps. Et parfois, accepter de ne plus se défendre, c'est déjà dire l'essentiel. Après la maladie, quelque chose avait changé. Lorsque Catherine Deneuve est réapparue, ce n'était plus tout à fait la même présence. Le masque était tombé, non pas dans un geste théâtral, mais dans une lente évidence. Elle ne luttait plus contre le temps. Elle ne cherchait plus à en nier les marques. Son visage ne racontait plus une perfection maîtrisée, mais une traversée. Une survie. Il n'y avait plus cette rigidité défensive, cette distance presque stratégique. À la place, une forme de paix grave. Comme si, après avoir passé une vie entière à se protéger, elle acceptait enfin d'être vue telle qu'elle était devenue. Non pas affaiblie, mais vraie. Le regard n'était plus une forteresse. Il était un passage. C'est dans ce nouvel état d'être que le sens du geste ancien s'est éclairé. La couronne discrète, déposée lors des funérailles de Johnny Hallyday, a pris une dimension nouvelle. Lady. Un mot simple. Un mot presque anodin. Et pourtant, un acte de résistance silencieuse. Non pas contre le monde, mais contre l'effacement. Une manière de dire qu'au cœur du vacarme public, certaines vérités n'appartiennent qu'à ceux qui les ont vécues. Cette couronne n'était pas une confession tardive. Elle n'était pas une revendication. Elle était une limite posée avec élégance. Un rappel que même les figures publiques ont droit à leur territoire secret. Que l'amour, le deuil, la fidélité n'ont pas à être justifiés pour exister. Le message final de Catherine ne s'est jamais formulé en mots. Il s'est incarné dans ses choix, dans son refus obstiné de tout expliquer. Elle a revendiqué, sans le dire, un droit fondamental, celui de garder le silence. Celui de souffrir sans se livrer. Celui d'aimer sans exposer. Dans un monde qui exige la transparence totale, son mutisme est devenu un acte politique intime. Et c'est là que réside sa dernière leçon. Derrière la glace, il y a toujours eu du feu. Un feu contenu, discipliné, mais jamais éteint. Ce feu n'a pas brûlé pour séduire. Il a brûlé pour survivre. Pour préserver l'essentiel quand tout le reste menaçait de disparaître. À la fin, Catherine Deneuve ne cherche ni l'absolution ni la compréhension. Elle ne demande rien. Elle offre seulement une vérité simple et dérangeante. Parfois, la plus grande honnêteté ne passe pas par la parole. Elle se loge dans ce que l'on choisit de ne pas dire. Car il existe des silences qui ne sont ni des fuites ni des mensonges, mais des formes supérieures de fidélité à soi-même. Ainsi, l'icône s'efface doucement, laissant place à la femme. Une femme qui a traversé la perte, l'amour, la solitude et le temps. Une femme qui nous rappelle que certaines flammes ne s'exhibent pas. Elles se protègent. Et qu'au bout du compte, le silence peut être l'expression la plus pure de la vérité.